L'inspecteur. Bunselfield, 2005. Ce nom m'y résonne encore très fort. Je me souviens de l'onde de choc. Et je ne parle pas seulement de l'explosion, mais de celle qui a parcouru toute notre industrie. Et comme si ça ne suffisait pas, la même année, Texas City. 15 personnes ne sont jamais rentrées chez elles. 2 catastrophes qui n'auraient jamais dû arriver. Et c'est ça le fond du problème. Elles n'étaient pas inévitables. Elles étaient toutes les deux évitables. C'est ce qui rend ces souvenirs si difficiles à accepter. Alors, on va plonger au cœur de ce sujet. Et pour nous aider à décortiquer tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Dario, un ingénieur en sécurité des procédés, qui lui a les mains dans le cambouis tous les jours. Bienvenue Dario. L'inspecteur. Voici le programme qu'on vous a préparé. On va commencer par revenir sur ces catastrophes pour bien comprendre les enjeux, puis on décortiquera l'anatomie d'un système de sécurité, avant de se pencher sur les différents types de capteurs. Ensuite, on chaussera les bottes de sécurité pour un audit de terrain, on regardera les nouvelles menaces droit dans les yeux, et on finira avec une question qui fâche. La réglementation est-elle à la hauteur ? C'est parti pour la première section, les échos de la catastrophe. C'est vraiment ici qu'on saisit pourquoi on parle d'obligation morale, bien avant de parler de simple conformité réglementaire. À Bunselfield, le problème de fond, c'était une jauge de niveau qui ne fonctionnait plus. Mais le pire, c'est que le système de sécurité dépendait du même système de contrôle que l'opération normale. C'est une erreur fondamentale. À Texas City, c'était un peu différent. Les instruments mentaient à l'opérateur et le niveau d'intégrité de sécurité, le fameux SIL, n'était absolument pas dimensionné pour le risque. Pour faire simple, le SIL, c'est le niveau de confiance qu'on accorde au système de sécurité. Et là, on lui a fait une confiance aveugle qu'il ne méritait pas. Et ce qu'il faut absolument retenir, ce qui est vraiment terrible, c'est que ces accidents étaient évitables. Pas en théorie, non, de manière très pratique, très concrète, avec des technologies qu'on avait déjà à l'époque. C'est exactement ça, inspecteur. Savoir que la technologie existait, ça rend la chose encore plus frustrante. Et ça m'amène à la question qui tue. Comment est-ce possible ? Pourquoi est-ce que, encore aujourd'hui, on voit ce genre de défaillance ? C'est la question centrale, Dario. Et la réponse, elle commence par les bases, par ce que j'appelle l'anatomie de la sécurité. C'est une architecture en 3 couches, et ce n'est tout simplement pas négociable. Alors, ces 3 couches sont assez simples à comprendre. D'abord, les capteurs qui voient ce qui se passe. Ensuite, le solver logique, qui est le cerveau et qui prend la décision. Et enfin, les éléments finaux, les muscles, qui agissent. Le point crucial, le truc à retenir, c'est que cet ensemble doit être complètement indépendant du système qui fait tourner l'usine au quotidien. C'est exactement ça, la définition d'un système instrumenté de sécurité, un SIS. Son seul et unique travail, c'est de mettre l'installation en sécurité en cas de problème. Et la violation numéro 1 qu'on voit sur le terrain, c'est de ne pas respecter cette indépendance, n'est-ce pas ? Le grand classique, c'est d'utiliser le même capteur de pression pour la régulation du process et pour la fonction de sécurité critique. C'est la recette parfaite pour un désastre. Exactement. Et au cœur de ce SIS, il y a le solver logique. C'est le cerveau, un automate de sécurité qui n'est là que pour ça et qui doit avoir un niveau de certification SIL qui correspond au niveau de risque qu'il doit gérer. Bien, passons maintenant aux capteurs, les yeux et les oreilles du système. C'est là que les choses deviennent très pratiques. Choisir le bon capteur pour la bonne application, c'est un vrai défi d'ingénierie et il y a toujours des compromis à faire. Si on jette un œil à ce tableau, on voit bien ces compromis. Le capteur catalytique, par exemple, n'est pas cher, mais il peut être empoisonné par certaines substances et devenir aveugle. Le capteur infrarouge ponctuel est très fiable, mais comme son nom l'indique, il ne voit qu'à un seul endroit. S'il y a une fuite un peu plus loin, il ne verra rien. Et c'est là que, pour les grandes zones en extérieur, l'infrarouge à trajet ouvert devient indispensable, même s'il faut faire attention à ne rien mettre dans sa ligne de visée. La technologie à ultrasons, elle, est vraiment intéressante. Elle entend le sifflement de la fuite, parfois bien avant que le nuage de gaz ne soit assez gros pour être détecté par d'autres moyens. Et bien sûr, il n'y a pas que la détection de gaz. Les détecteurs de flammes modernes, par exemple, sont venus extrêmement intelligents pour ne pas donner de fausses alarmes à cause du soleil ou d'un poste de soudure. Et puis, il y a des technologies comme l'émission acoustique. C'est fascinant, ça nous permet littéralement d'écouter la santé d'une cuve sous pression et de détecter une fissure qui commence à se propager en temps réel. Mais voilà, on peut avoir la meilleure technologie du monde, si elle est mal installée, elle ne sert à rien. Et c'est là qu'on arrive au fossé, parfois immense, entre ce qui est dessiné sur le papier et ce qu'on trouve vraiment sur le terrain. Alors on peut se poser la question, très directement, ces systèmes qui sont notre dernier rempart contre la catastrophe, sont-ils vraiment installés dans les règles de l'art, surtout dans les zones à risque d'explosion, les fameuses zones ATEX ? L'inspecteur, la réponse, issue de ma propre expérience, de mes audits, est assez troublante. Dans plus de 30% des cas que j'ai inspectés, j'ai trouvé des non-conformités graves sur les press-et-toups des câbles ATEX. 30%. C'est un chiffre qui fait peur. Il faut bien comprendre ce que ça implique. Un press-et-toup non conforme, ça veut dire que toute la protection anti-déflagrante de l'appareil est annulée.
Une petite étincelle à l'intérieur d'un boîtier qui est censé être étanche peut suffire à tout faire sauter. C'est une bombe à retardement. Absolument. Et c'est pour ça que lors d'un audit, les belles paroles ne suffisent pas. Je veux voir les preuves, le papier. Voici les 5 documents clés ici de la norme ISS 61511 qu'il faut exiger. La spécification des exigences de sécurité, le rapport de vérification SIL, l'évaluation de la sécurité fonctionnelle, les procédures de test et les registres de gestion du changement. Sans ça, on navigue complètement à l'aveugle. Et le problème, c'est que le paysage change constamment, ce qui nous amène aux nouveaux défis, ceux qui testent vraiment les limites de nos approches actuelles. Je parle de l'hydrogène et des cybermenaces. L'inspecteur, le défi de l'hydrogène est colossal, sa plage d'inflammabilité est gigantesque, il est invisible et il monte si vite qu'il est incroyablement difficile à détecter à temps. Et sur le front numérique, la menace est tout aussi sérieuse. C'est là que des normes comme la IEC 62443 pour la cybersécurité industrielle deviennent vitales. On peut avoir un automate de sécurité certifié SIL 3, le plus haut niveau de fiabilité matérielle, mais s'il est possible de le pirater via le réseau, alors cette certification ne vaut plus rien. Absolument rien. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qui reste en suspens. Face à des technologies et des menaces qui évoluent si vite, est-ce que notre cadre réglementaire arrive à suivre ? C'est la grande question. Est-ce que nos réglementations de base, la directive sur les équipements sous pression, la réglementation ATEX, la norme IEC 61511, sont toujours en phase avec la réalité technologique d'aujourd'hui et surtout avec les menaces de demain? Et là-dessus, nos avis divergent un peu. De mon point de vue d'inspecteur, je dirais que ce cadre est robuste. Il n'a pas été écrit par hasard. Il est le fruit de l'expérience et souvent de leçons apprises dans la douleur. Il évolue, oui, mais lentement, et c'est une bonne chose. Il exige des preuves solides avant d'adopter une nouvelle technologie, et cette prudence est une force, pas une faiblesse. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, il est dangereusement à la traîne, en particulier sur la cybersécurité et sur les défis spécifiques liés à l'hydrogène. En tant qu'ingénieur sur le terrain, on conçoit aujourd'hui des solutions pour des problèmes que la réglementation n'a même pas encore commencé à adresser correctement. On a l'impression de courir bien devant la loi. L'inspecteur, la question reste donc ouverte. Notre cadre réglementaire est-il un gage de sécurité et de stabilité ou est-il devenu un frein face à des risques qui, eux, n'attendent pas pour évoluer ? C'est une réflexion que chaque professionnel de notre secteur se doit d'avoir.